bienvenue dans Rencontre. La deuxième édition du Forum de la ceinture et la route est en train de se dérouler à Beijing. Quels sont les projets qui ont déjà été réalisés dans le cadre de cette initiative et quels sont les défis à relever alors que la Chine investit de plus en plus à l'étranger? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux invités. Monsieur Lin Hua, directeur académique de Schema en Chine, et Florent Mangin, directeur associé chez Adamas Investissement. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. D'abord, on sait que l'initiative La ceinture et la route a été lancée il y a 6 ans déjà. Donc, comment jugez-vous les résultats qui ont été déjà réalisés dans le cadre de cette initiative? Pour ma part, en tant que Chinois, je l'ai observé avec beaucoup d'attention et d'intérêt. C'est vrai qu'il y a 6 ans, l'initiative, c'était encore une description de quelque chose. 6 ans après, c'est en train de devenir une réalité palpable. Les pays nous ont rejoints, des investissements sont en train de naître. Et pour ma part, en tant que citoyen chinois, je vois que les choses avancent. Pour ma part, j'ai vu le lancement de cette initiative comme vraiment une évolution majeure des relations entre la Chine et le reste du monde. La Chine a proposé un projet économique, a proposé de s'engager dans le développement à travers le monde, a proposé une doctrine, des infrastructures, finançons les infrastructures, a proposé des outils, avec des outils de financement notamment, le Fonds des routes de la soie. Elle a aussi contribué à mettre en place l'AIB, dont la mission principale n'est pas uniquement la route de la soie, mais qui évidemment est un acteur important. Et donc tout ça a constitué une évolution, je crois, vraiment une inflexion très très importante, qui reflète aujourd'hui aussi la place de la Chine dans l'ordre économique mondial. 6 ans, c'est quand même un délai assez court. On est sur des projets qui sont des projets de très long terme, des infrastructures. Donc en 6 ans, on ne peut pas encore juger les résultats de ces projets. Mais bon, le lancement de cette initiative a été un point extrêmement important. Et après 6 ans, on peut déjà voir aussi quels sont... il y a toujours des points d'amélioration. Quelles sont les choses que l'on peut faire en plus, en mieux, pour pousser davantage cette initiative? On voit que cette année, le forum est à sa 2e édition. En fait, par rapport à la première édition, comment analysez-vous la nature de cette 2e édition? Je pense qu'il est tout à fait bienvenu ce forum, parce que 6 ans après, l'initiative chinoise de la route de la soie est en train de devenir une réalité. Donc ce forum, il est là pour justement marquer une 2e étape avec de nombreux pays qui vont participer à ce forum, et notamment le forum des entreprises. Alors on va revenir un peu sur le forum d'entreprise un peu plus tard. Et comment analysez-vous cette 2e édition? Parce qu'on voit que cette année, on a un thème qui est construire un avenir meilleur et partagé. Et on met l'accent un peu sur la qualité plutôt que la quantité des projets. Donc comment voyez-vous Oui, je crois qu'effectivement c'est un point très intéressant et très, très important dans cette nouvelle édition de ce forum. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Li. Au début, quand l'initiative a été lancée, on voyait beaucoup d'ambition, mais finalement il y avait un cœur stratégique à mieux définir. On voyait que la Chine voulait beaucoup contribuer au développement, à construire des infrastructures, mais finalement il y a aussi une forme de bulle sur les routes de la soie. Tout était devenu un peu route de la soie, donc il y avait un besoin un peu de recentrer sur des projets mieux définis. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'était qu'il y avait quelques interrogations auxquelles il fallait répondre. C'était selon quelle modalité est-ce que ces projets vont être faits, selon quels standards, selon quels critères, comment est-ce que les choses seraient mieux précisées. Et puis enfin, il fallait aussi s'assurer que, et c'est le deuxième élément de l'intitulé du forum cette année, que les choses soient bien partagées. Il y avait aussi le souci que l'ensemble des parties puissent être partie prenante. C'est une initiative chinoise, mais que chacun puisse y participer.
et qu'il y a un caractère multilatéral qui soit davantage ancré, davantage accentué dans cette initiative. Ça, je crois que c'est important pour l'ensemble des pays. Parce que, puisque vous n'êtes pas chinois, Oui. quand on dit, par exemple, pour les Chinois, l'initiative, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, la Chine lance une initiative qui invite les autres pays à participer pour discuter la modalité d'exécution. Mais est-ce que pour les Occidentaux, par exemple, comme vous, c'est facile à comprendre? Parce qu'on voit quand même il y a beaucoup de doutes, d'incompréhension en ce sens. De lancer une initiative qui invite les autres. C'est vrai qu'il y a un besoin de clarification qui est nécessaire pour les Occidentaux, qui ne sont pas directement en prise frontalier avec la Chine, mais l'Europe en tout cas partage finalement le même continent avec la Chine. La distinction entre l'Europe et l'Asie, c'est plutôt une distinction culturelle que géographique. Il y a un grand intérêt, côté européen, à ce qu'il y ait davantage d'échanges, que ce soit des échanges humains, des échanges commerciaux, des échanges en matière d'investissement. Donc il y a beaucoup d'intérêt, il y a volonté de mieux comprendre et de mieux savoir comment les choses vont pouvoir se faire, parce que la Chine propose cette initiative, mais le terrain n'est pas totalement vierge. Il y a déjà des acteurs qui contribuent au développement, il y a déjà des outils qui existent, et donc une des questions qui se pose pour les Européens, c'est comment articuler ces outils. Côté européen, par exemple, il y a aussi une stratégie de connexion entre l'Europe et l'Asie, qui est peut-être moins ambitieuse et moins visible que l'initiative chinoise, mais voilà, comment est-ce que les choses peuvent mieux s'organiser, c'est un point important. Le deuxième point, qui est un point moins de conception mais plus concret, c'est quel projet. Quand on parle d'initiative, très rapidement, les entreprises se sont intéressées, ils se sont dit qu'effectivement, il y avait des belles opportunités sans doute à saisir, mais quelles opportunités précisément, de quel projet parle-t-on? Et moi, je suis assez persuadé qu'il y a beaucoup d'acteurs en Europe, et surtout le parcours des routes de la soie, qui seraient intéressés à davantage s'impliquer, mais ils ont besoin d'avoir une feuille de route un peu plus claire et de pouvoir discuter concrètement des projets qui pourraient les impliquer. Professeur Ling, en fait, pendant toutes ces années, pensez-vous que, parce que vous êtes en contact avec beaucoup de chercheurs et beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc pensez-vous que l'idée est suffisamment claire, cette initiative, après 6 ans? C'est vrai qu'au début, l'initiative pour nous était une description pour quelque chose qu'on va faire ensemble, mais dans un horizon plus ou moins lointain. Parce que l'initiative en chinois, ça veut dire on lance une idée. Beaucoup d'idées n'aboutissent pas. Et cette fois, moi, comme citoyen chinois, j'ai le plaisir de constater que beaucoup d'idées atterrissent et beaucoup de pays nous rejoignent. Donc pour moi, 6 ans après, force nous est de constater que c'était vraiment une stratégie de long terme qui a été lancée il y a 6 ans. Petit à petit, les projets naissent et les idées atterrissent et aboutissent. Donc pour ma part, c'était vraiment bien de faire un bilan 6 ans après, de voir ce qui a été fait ou ce qui peut être fait dans une plus longue échéance. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin de ce genre de coopération, n'est-ce pas? On sait que le ministre français des Affaires étrangères va venir aussi participer à ce forum. Donc, quelles sont les attentes de la partie française envers ce forum, selon vous? Oui, effectivement, vous le soulignez, la France a représenté un très bon niveau à cet événement avec Jean-Yves Le Drian, qui viendra en tant que ministre des Affaires étrangères, mais également en tant que représentant d'Emmanuel Macron, le président de la République. Et cela s'inscrit dans une séquence où on voit qu'il y a des liens très forts entre la Chine et la France, entre la Chine et l'Europe, puisque, vous le savez, il y a quelques semaines, le président Xi était en France pour une visite de quelques jours où il a pu rencontrer Emmanuel Macron. Et puis, plus récemment, il y a eu ce sommet entre l'Union européenne et la Chine, auquel a assisté côté chinois le Premier ministre Li Keqiang. Donc je crois que ça reflète toute l'importance du lien entre ces deux parties du monde, entre la France et la Chine en particulier. Les économies sont très interdépendantes. Les intérêts français en Chine sont très importants. Il y a plus de 1100 entreprises françaises en Chine aujourd'hui. Ça représente
plus de 600 000 emplois. Et inversement, la Chine les entreprises chinoises sont à peu près 800 en France, 30 000 emplois. Donc forcément, ce type d'initiative intéresse et on veut davantage comprendre, davantage voir quelles sont les opportunités pour consolider ces liens. C'est vrai que vous avez parlé des entreprises. En fait, vous avez souligné tout à l'heure, il y aura une conférence des entrepreneurs, cette fois spécialisée, spécialement dédiée à ces acteurs qui sont impliqués directement dans cette initiative. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à cela? Je pense que 6 ans après, il est temps de faire un bilan. Il est temps que les entreprises s'y engagent davantage. Il y avait 6 ans, lorsque l'initiative a été lancée, c'était un appel aux entreprises, parce que les entreprises avaient des doutes, avaient des interrogations, moi aussi comme intellectuel et comme chinois. Mais 6 ans après, nous sommes très heureux de constater que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'y engager. C'est pour ça qu'il est très opportun et pertinent, à mon avis, que ce forum consacre un sous-forum aux entrepreneurs, parce que c'est les entrepreneurs, à mon avis, qui vont faire une réalité cette initiative. Alors, quel est l'état des lieux des investissements chinois en France et en retour les investissements français en Chine? Je pense que les investissements chinois en France sont davantage de qualité. Le temps a changé. Au début, les Chinois sont allés en France acheter des châteaux. Ils sont allés acheter des châteaux, ils sont allés acheter des outils industriels. Mais force nous est de constater que ce n'est pas toujours le meilleur choix. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup de Chinois se sont trompés parce qu'ils n'ont pas évalué suffisamment les différences culturelles. À partir à mon avis, de 5 ans ou 6 ans, les Chinois ont commencé à comprendre mieux la France. Et les Chinois sont aujourd'hui beaucoup plus, dirais-je, calmes. Raisonnable, exactement, merci pour le terme. Aujourd'hui, notre acquisition, nos investissements sont beaucoup plus intelligents. Ils portent notamment sur les outils industriels, parfois sur un savoir-faire. Et je me réjouis beaucoup que beaucoup de mes amis chinois, en tant qu'investisseurs privés, commencent aussi à aller en France. Non pas pour juste le tourisme, mais pour arrêter des vraies collaborations, notamment en recherche, notamment en pharmaceutique, notamment en domaine de la santé et autres. Oui, je crois que les investissements chinois en France se tiennent bien et que, bon, d'abord, c'est une évolution récente aussi. Il y a 10-15 ans, il y avait très peu d'investissements chinois en France. Ils ont explosé ces 5-6 dernières années. C'est un peu s'inscrit dans le grand cadre de l'investissement chinois à l'étranger. Exactement, oui, voilà. Les entreprises chinoises investissent à l'étranger, ils sont à la recherche de nouveaux marchés, de technologies, de savoir-faire, de diversification aussi parfois. Et pour devenir un champion mondial, il faut bien investir et être présent en Europe. Et donc la France a de nombreux atouts, sa place, ses ressources humaines pour accueillir des grandes entreprises chinoises. Et les investissements français en Chine? Les investissements chinois français en Chine, pardon, c'est un enjeu stratégique pour toutes les entreprises françaises d'être présentes ici en Chine. C'est un marché qui est incontournable, c'est un des marchés les plus importants et les plus dynamiques. Donc beaucoup d'entreprises françaises continuent d'investir en Chine. Les grandes entreprises sont souvent présentes depuis un certain temps. Par contre, elles renforcent leur présence, elles renforcent leur capacité de production. Certains exemples, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, d'entreprises qui rachètent des actifs ici ou qui rachètent des usines ou qui construisent des usines. Et puis de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises françaises viennent ici pour s'intéresser aux questions d'innovation, puisque dans un certain nombre de secteurs, la Chine a provoqué des innovations, parfois de rupture, qui ont transformé les business models de ces industries. Et bien sûr, c'est important pour les entreprises françaises d'être présentes en Chine pour pouvoir s'impliquer dans ces évolutions. Et justement, parce que vous avez tous
des expériences assez longues pour accompagner les investisseurs, pas seulement dans le privé mais aussi dans le secteur public. Alors alors aujourd'hui on voit avec l'initiative Ceinture et Route aussi que la Chine investit de plus en plus à l'étranger. Donc quels sont les points les plus importants selon vous pour vraiment réussir dans l'investissement, sachant que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça fait pas longtemps que la Chine commence à vraiment investir à l'étranger. Je pense que nous avons payé des leçons. L'investissement chinois à l'étranger était très récent. Je pense que les premiers investissements chinois, en France en tout cas, datent de 2003 ou 2004, avec notamment le rachat de Thomson Télé et après Alcatel. Vous connaissez tous l'histoire de TCL, avec qui j'ai travaillé sur l'interculturel, puisqu'ils se sont rendus compte que c'est pas juste avoir de l'argent qu'on peut réussir en investissement ou en achat. Donc pour moi, le facteur principal d'une réussite dans l'acquisition ou dans l'investissement, c'est comprendre la culture de l'autre. Et justement, donc TCL, cette année, TCL ou autres d'ailleurs, Huawei entre autres, commencent tous à prendre en considération le facteur culturel. Donc pour ma part, si les Chinois veulent réussir davantage dans les transactions ou fusion-acquisition à l'international, il faut d'abord comprendre l'autre et aller vers l'autre. Sinon, ça ne va pas bien marcher, à mon avis. Alors, je me permets d'approfondir un peu. Quels sont les points, selon vous, qui causent les plus malentendus? Pour ma part, les cas sur lesquels j'ai travaillé, c'est notamment des questions culturelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que d'abord les investisseurs chinois, lorsqu'ils allaient en France, ils ne comprenaient pas le cadre légal et réglementaire, par exemple du droit de travail. Donc moi-même, j'ai accompagné certains investisseurs chinois en France, parfois pour des opérations aussi. Les cadres chinois ne savaient pas qu'en France, on travaille 35 heures et qu'il y avait 5 semaines de congés payés. Et ils n'arrêtent pas de demander à leurs salariés français ou collaborateurs de venir travailler dimanche ou après 6 heures pendant leurs vacances, parce que pour eux, les Chinois, c'est normal. C'était normal en Chine. Donc, ils faisaient la même chose en France. Or, en France, il y a un cadre légal qui est très différent, qu'il faut respecter. Et c'est pour ça que je leur dis, il faudrait comprendre d'abord et respecter la recommandation française et leur culture surtout, de travail, de loisirs. C'est vrai qu'en Chine, on a cette culture de travailler plus, gagner plus, mais c'est un peu quand même différent. Et quel est votre avis? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais, pour formuler les choses à ma manière, que déjà, quand vous investissez à l'étranger, ce qui est important, c'est que votre investissement crée de la valeur. Il faut créer de la valeur stratégique, donc ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie. On n'investit pas sur une fantaisie ou parce que tout simplement on pense réussir une très très bonne affaire. Il faut vraiment que ça puisse créer de la valeur pour l'entreprise dans sa globalité. Et ça suppose d'avoir des études de coûts, d'opportunités, de due diligence pour bien comprendre et bien préciser quel est le projet qu'on apporte à son entreprise et à celle de l'autre quand on investit à l'étranger. Ensuite, effectivement, ça suppose de bien pouvoir s'insérer dans l'environnement dans lequel on va investir. Et donc, ça suppose, comme l'a très bien dit le professeur Lin, de bien comprendre, de prendre en compte l'environnement juridique, fiscal, social, et puis de créer une culture commune entre l'entreprise chinoise. Et c'est vrai, comme le professeur Lin a souligné, ce qui est le plus difficile, créer une culture commune. Ça veut dire qu'il faut à la fois pouvoir s'approprier la culture locale, française dans le cas de la France, mais il faut aussi se faire comprendre des Français. Et pour cela, expliciter, bien communiquer, venir avec un projet qui permet à toutes les parties prenantes
de comprendre la logique de l'investissement, je crois que c'est vraiment fondamental. Je pense que c'est la même chose pour les investisseurs français qui veulent installer en Chine, c'est à peu près la même chose. Absolument, je crois que c'est symétrique. Hein. Comme vous avez travaillé dans le secteur financier et des entreprises, donc quels sont selon vous, quand vous dites on va créer une culture commune, donc comment comprenez-vous cette partie française, la particularité de la culture des entrepreneurs français et les mentalités, la particularité des mentalités des entrepreneurs chinois? Quand vous avez des rapprochements entre bon, on sait que les manières de travailler effectivement en Chine et puis en France, en Europe, peuvent être assez différentes. Les gens finissent par se comprendre. Hein. Il suffit de. Il faut bien communiquer. Il faut bien communiquer. Et c'est un apprentissage. Hein. Une entreprise qui commence son expansion internationale, il faut aussi qu'elle ait des équipes internationales qui soient formées. Et puis après, il faut savoir bien s'entourer. Vous pouvez être aidé à la fois par des conseils extérieurs pour tous les aspects techniques. L'ambassade de France en Chine, par exemple, aussi apporte un service aux entreprises chinoises qui veulent s'implanter en France. C'est le service dont je m'occupais, à Business France, qui donne toutes les explications et tous les accompagnements nécessaires pour que ça se fasse au mieux. Donc bon, il faut construire des ponts. Parfois, c'est une question un peu personnelle. C'est vrai que les parcours individuels des entrepreneurs chinois sont tels. L'environnement des affaires en Chine n'est pas tout à fait le même que l'environnement des affaires en France. Et ça, il faut le comprendre, s'y habituer et s'y adapter. Ça va. Alors, vous avez évoqué tous tout à l'heure de la visite du président Xi Jinping en France. Donc, on voit qu'à ce moment-là, les deux parties ont signé beaucoup d'accords de coopération. Donc, pensez-vous que cette rencontre va influencer les futurs flux d'investissement des deux côtés? Je pense que c'est la visite du président Xi Jinping en France a été très très importante et très remarquée par tout le monde. Cette année, tout le monde sait que c'est le 55e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Donc la visite du président Xi Jinping a vraiment marqué cette étape, marqué l'intention que la Chine porte à nos relations bilatérales. Je me rappelle encore sa première visite en France, qui remonte à 2014. J'étais à Paris à ce moment-là. C'était la première visite du président Xi en France. Et 5 ans ont passé. Et je vois que 5 ans après, nos relations sont toujours aussi bonnes. Si ce n'est mieux encore, parce que on a mis 5 ans pour mieux se comprendre. Et depuis 5 ans, on a pu concrétiser, si vous voulez, l'initiative de route de la soie. Donc pour ma part, cette visite marquera, si vous voulez, le début d'une meilleure collaboration entre nos deux pays. Oui, je crois que absolument, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, qui montrent encore une fois l'interdépendance des deux économies. La venue du président Xi en Europe montre aussi que l'Europe est importante pour la Chine. C'est beaucoup sur l'importance de la Chine pour la France, et je crois que bon, les liens sont très réciproques. En effet, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une poursuite de l'expansion des investissements entre les deux pays, dans les deux sens hein, d'ailleurs, je crois. Mais bon, la Chine continue d'avoir une croissance telle que pour le moment, les investissements qu'elle a fait à l'étranger ne reflètent pas encore tout à fait la taille qu'elle a prise dans l'économie mondiale. Donc je pense que ça va se poursuivre. Après, il y a un accord d'investissement qui est très intéressant, qui a été signé à l'occasion de la visite du président Xi, qui est un accord entre le fonds souverain CIC, BNP Paribas et le fonds Euraseo, qui montre d'abord que les investissements chinois sont bienvenus en France, en particulier même ceux du fonds souverain, et qu'il y a aussi des coopérations qui sont possibles et très bénéfiques entre institutions financières pour bien diriger et organiser ces investissements. Parce que ces institutions vont pouvoir s'entraider de manière à trouver les investissements les plus porteurs pour les deux pays et vont pouvoir partager également la direction de ces investissements. Ça, je trouve que c'est un exemple très intéressant. Mais quel sera le rôle de cette initiative Ceinture et Route dans le futur de la relation bilatérale? Je pense que cette initiative a beaucoup de mérite. D'abord, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée à certains pays. C'est une initiative, pour ma part, qui
qui montre que la Chine aujourd'hui, elle a les moyens de ses ambitions, de devenir une grande puissance. Et elle a aussi, cette initiative montre aussi que la Chine est ouverte. C'est-à-dire beaucoup de pays peuvent rejoindre quand ils sont prêts, parce que tout le monde ne rejoint pas cette initiative en même temps. Et on peut les attendre. Et je pense que l'Italie, par exemple, on avait cité tout à l'heure la visite du président Xi Jinping en Europe, l'Italie a pu signer au mois de mars, et je pense que ça va être suivi par beaucoup de pays dans le monde, pas seulement en Europe, d'autres pays vont rejoindre. Ça montre vraiment la vitalité et la force de cette initiative qui est vraiment, qui montre que la Chine désormais est ouverte sur le reste du monde, plus que jamais. Quel est votre avis? En fait, pour les pays signataires de cet accord, on voit vraiment, comment analysez-vous cette demande vraiment de chercher une nouvelle forme de coopération? Voilà, comment ça va? Je crois que ça répond effectivement à un besoin que vouloir construire des infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, d'énergie, financières, même du e-commerce, ça a beaucoup de sens pour l'ensemble des pays. On a tout à fait intérêt à construire une sorte de grande plateforme continentale qui permette de faciliter les échanges. Pour ce qui est de la relation bilatérale, je pense que cette question dépasse aussi un peu le cadre bilatéral. Pour nous, l'échelon pertinent, c'est plutôt l'échelon européen. C'est un peu pour ça que quand le président Xi est venu à Paris, il a également rencontré la chancelière Merkel et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Nous avons une politique commerciale commune et nous avons également des compétences communes en matière d'investissement. Donc pour nous, l'échelon pertinent est plutôt l'échelon européen. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a encore davantage de travail, ça fait partie des chantiers pour l'avenir, pour mieux articuler cette initiative, qui est une initiative chinoise, avec les intentions, les outils européens. L'Europe a également des outils qui peuvent contribuer à la construction de cette plateforme, de cette interconnectivité entre les continents. Il y a eu des discussions entre la Banque européenne d'investissement et puis les fonds de route de la soie, par exemple. Il y a eu des accords qui ont été signés, mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, ce dont on manque finalement, c'est des projets. Donc voilà, il faut faire avancer ces projets. Pour le moment, il n'y a pas encore, en tout cas en France, de grands projets emblématiques qui permettent de s'inscrire dans cette initiative et d'en profiter. On voit beaucoup aujourd'hui que le monde est très interconnecté. Par exemple, la bourse de Paris, le CAC 40, est très influencé aussi par l'évolution de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, sur un plan plus large, parce que l'initiative Ceinture et Route, ça implique beaucoup de pays. Donc, comment pensez-vous que cela va avoir une influence sur la conjoncture internationale? Je pense que c'est une initiative qui est destinée pour ouvrir davantage la Chine au reste du monde. Et comme aujourd'hui la Chine est un acteur majeur de l'économie mondiale, tout ce que la Chine fait ne peut pas avoir de l'influence sur l'économie mondiale, sur la balance, sur l'équilibre géopolitique. Donc cette initiative, pour moi, ça montre la volonté de la Chine de s'ouvrir davantage. Ça nous proposait une sorte de coopération multilatérale, très ouverte, où tout le monde peut venir. D'ailleurs, comme vient de souligner M. Mangin, on a vu que beaucoup de pays européens sont intéressés. Certains n'ont pas signé, ou pas encore, mais ils vont peut-être pas tarder. Certains pays d'Europe ont fait l'effort de nous rejoindre, comme tout autre pays asiatique ou africain. Donc pour ma part, c'est vraiment une nouvelle plateforme qui se monte et qui va sûrement se développer davantage au bénéfice de l'économie mondiale et du bonheur de l'ensemble de l'humanité. Florent, quel est votre avis? Oui, c'est vrai que les turpitudes de la guerre commerciale ont provoqué des remous dans la bourse et ont pu toucher la conjoncture en Chine, en Europe, aux États-Unis, je suppose. A l'inverse, un projet comme les routes de la soie, ça apporte de la stabilité, de la prévisibilité. Et je pense que c'est là que, effectivement, ça va apporter un bénéfice à tous. Ça devrait permettre de créer un meilleur environnement macroéconomique, plus favorable à la croissance, plus favorable à l'investissement, et donc contribuer à l'essor économique de nombreux pays. Parce qu'en cela, effectivement, ça aura un impact très
positif. Alors je vous remercie tous les deux. Merci pour vos analyses. Merci beaucoup, madame. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.